Une vie au rythme de longues heures sans énergie électrique. Le quotidien des Camerounais est un enfer. Délestage à répétition, auquel le gouvernement de Yaoundé semble incapable d'apporter des solutions concrètes. Situation qui suscite la colère des ménages qui saisissent toutes les occasions pour tenser les autorités, mais aussi Energy of Cameroun, dont le contrat sera échu au mois de mars prochain. Situation tout aussi embarrassante au côté infrastructure routière. Le Cameroun annonce depuis plusieurs mois la mise en service des 7 premiers postes de péage automatique. Une attente qui s'éternise et a débouché sur la résiliation du contrat de partenariat public-privé attribué le 24 avril 2019 au groupement français Fayette et Aegis dans le cadre de l'exploitation et la maintenance de ces péages automatiques. Des sujets qui cristallisent les attentions à travers le pays. Décryptage par Lionel Damafouda, économiste et homme politique. Il est l'invité de Grand 7. Mesdames et messieurs, votre magazine de l'information, c'est sur Dash TV. A tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de la semaine. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. On démarre au Cameroun. Le Cameroun qui a reçu une bonne nouvelle. Cette semaine, l'ancien Premier ministre Philémon Yan va présider la 79e Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra au mois de septembre 2024. Sa candidature avait été déposée il y a quelques mois maintenant, une place soutenue par l'Union africaine. Philémon Yan aura la responsabilité de fixer les thèmes des débats, de présider les sessions, de faciliter les négociations sur les grands enjeux planétaires et les résolutions onusiennes, entre autres missions. On a parlé également au Cameroun cette semaine de l'attaque d'un Kambé dans la région du nord-ouest Cameroun. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique s'est rendu au chevet des victimes de l'attaque du 11 février dernier à l'hôpital régional de Bamenda. Face à l'atrocité des actes, il a annoncé une traque impitoyable contre les auteurs, tout en précisant que 4 suspects sont déjà aux arrêts et les investigations qui se poursuivent. Et ce week-end se tient le sommet de l'Union africaine. Avant cela, en prélude, le conseil exécutif s'est tenu du côté d'Addis Abeba. Une rencontre à plusieurs enjeux, de nombreuses questions brûlantes sont évoquées. Le successeur du président Azali Assoumani, actuel président de l'Union africaine, sera également connu. Dans la sous-région Afrique centrale, selon l'indice de perception de la corruption 2023 publié par Transparency International, le Cameroun a enregistré une légère progression en Afrique. Sur une échelle de 0 à 100, le pays obtient une note de 27 sur 100 et occupe la 34e position en Afrique. Une performance appréciée de manière mitigée par les acteurs de la scène sociopolitique camerounaise. En République démocratique du Congo, cette semaine, au moins 10 morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. La RDC qui est une fois de plus endeuillée. Une dizaine de personnes sont mortes et plusieurs autres disparues dans un naufrage après la collision entre 2 bateaux sur le fleuve Congo. Un drame de plus et de trop qui vient accabler une population déjà meurtrie par les massacres des rebelles à l'est du pays. Également des morts en Tunisie. Plus de 1300 migrants sont morts dans la Méditerranée. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne, a publié les derniers chiffres des migrants qui périssent pendant le périple de la Tunisie vers l'Europe. En 2023, ils sont un peu plus de 1300 à avoir perdu la vie en mer.
Et au Kenya, recherché aux États-Unis pour meurtre, Kevin Kangete a de nouveau été arrêté 7 jours après son évasion de la prison où il était gardé à vue. Il a été interpellé à la périphérie de la capitale chez un proche et sera traduit devant le procureur afin de répondre au meurtre de sa petite amie en novembre 2023. Et c'est sur cette nouvelle triste que nous refermons ce round-up de l'actualité de la semaine. À bientôt. Merci Mario Ndongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Lionel Damafouda. Il est économiste et homme politique militant, cadre du parti PCRN. Bonjour Lionel Damafouda. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs d'HTV. Je vais rectifier un peu. Oui, effectivement, je suis économiste, mais je suis beaucoup plus économiste des transports. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans l'économie des transports. Donc, justement, je crois que c'est à ce titre-là que vous m'avez certainement invité parce que, parlant des thèmes qui sont mis en avant cet après-midi, soit les péages automatiques qui ont été construits et l'affaire des néos, le volet économie et transport ressort tout simplement et vous verrez peut-être avec le développement, vous verrez peut-être le volet là effectivement. Donc c'est cette rectification-là que je voulais faire et merci une fois de plus de m'avoir invité. C'est un plaisir, hein. De toutes les façons, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le profil, je pense, était le meilleur pour aborder les thématiques. Comme vous l'avez dit alors, d'entrée de jeu, Lionel Damafouda, on aborde tout d'abord la problématique du déficit énergétique au Cameroun. J'ai bien envie de l'appeler ainsi. Plus un seul jour où on ne passe sans qu'il n'y ait coupure d'électricité. Un État peut-il prétendre au développement sans cette source nécessaire qu'est l'électricité, Lionel Damafouda? Effectivement, le problème du déficit énergétique, il existe bel et bien au Cameroun depuis plusieurs années, mais sauf qu'on a l'impression qu'il s'accroît, on a l'impression que l'État devient de plus en plus incapable de fournir l'énergie électrique aux populations camerounaises, d'autant plus qu'il y a une poussée démographique très forte. C'est en fait le constat qui est tout simplement fait. Et donc, parlant d'économie, comme on en parle, on ne peut pas prétendre à un développement, n'est-ce pas, si on a un problème de déficit énergétique. Il y a plusieurs entreprises camerounaises, publiques même et privées aujourd'hui, qui en souffrent, n'est-ce pas, qui connaissent les affres, n'est-ce pas, de ce déficit électrique. Je vais vous parler par exemple d'Alucam aujourd'hui qui peine, n'est-ce pas, à être au top de sa production parce que justement les capacités énergétiques ne lui permettent pas. Et il y en a plusieurs comme ça qui aujourd'hui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs à cause du déficit énergétique. Donc, c'est un problème, c'est un sérieux problème, n'est-ce pas, qui est mis en, n'est-ce pas, qui prend de plus en plus corps. Et vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure du contrat, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés, qui arrivent à expiration dans quelques mois, donc dans quelques jours, parce que quand je parle de quelques mois, c'est quelques jours, c'est au mois de mars. On parle du mois de mars. Voilà, justement. Et là, on se pose la question de ce qui va se passer. Est-ce que nous allons encore plonger dans une situation pire que celle que nous vivons aujourd'hui? On parle de nationalisation du Lyon, oui, de ce secteur-là. Oui, mais est-ce que les Camerounais ont la garantie de ce que la nationalisation va permettre à ce que l'énergie électrique soit au top? Si déjà vous voyez les entreprises camerounaises nationalisées peiner, n'est-ce pas, à faire du chiffre d'affaires. Quand vous regardez le chantier naval et industriel, qui est une société purement nationale, qui a à sa tête un ancien sous-préfet camerounais national, qui peine aujourd'hui, où des employeurs ont 6 mois d'arriérés de salaire, vous vous posez la question, est-ce que c'est la nationalisation, n'est-ce pas, de l'énergie électrique au Cameroun qui est la solution? D'autant plus que l'investissement qu'il faut est assez colossal. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de milliards. On n'en saura rien si on n'essaie pas.
vous préconisez quoi? Qu'on se dise qu'on demeure avec Eneo qui, depuis des années, nous a montré ses insuffisances, ses manquements, ou encore qu'on essaie avec une autre stratégie que je considère que la nationalisation, c'est une autre stratégie pour pallier le problème. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas Eneo le problème. Ce n'est pas Eneo qui a plongé les Camerounais dans la situation que les Camerounais vivent aujourd'hui. Non, ce n'est pas Eneo. On va revenir sur le cahier des charges. On va revenir sur le cahier des charges Lionel Damafouda. Alors, le 9 février dernier, Lionel Damafouda, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Somba, face à la clameur des populations, aux revendications des populations, ces populations-là, qui estiment que l'électricité, c'est quand même le strict minimum qu'on puisse offrir à une population qui se bat au quotidien pour survivre. Alors, le membre du gouvernement, dans sa correspondance, fait part des craintes du gouvernement quant à un éventuel soulèvement populaire. Quelle est la portée de ce type de correspondance, la portée de cette sortie du membre du gouvernement? Moi, je crois que c'est une correspondance très légère, n'est-ce pas? Une correspondance qui fait ce qu'on appelle, ce que l'État du Cameroun a l'habitude de faire, la politique de la bouc émissérisation, tout simplement. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie, en réalité, n'est pas le problème. Le problème, c'est l'État du Cameroun lui-même. Vous connaissez la dette de l'État du Cameroun lui-même envers Eneo? Une dette que le gouvernement a rejetée. Alors, est-ce que le gouvernement vous a proposé un chiffre que lui reconnaît? Ils ne l'ont pas fait. Vous comprenez que c'est des gens de mauvaise foi. Si une entreprise vous réclame 240 milliards de francs CFA, vous voulez que cette entreprise fonctionne comment? Cette entreprise, elle également, a des fournisseurs. Cette entreprise a des fournisseurs. Vous avez Globelec, vous avez Dibamba Power, vous avez Kribi, vous avez toutes ces unités-là qui contribuent à la production de l'énergie électrique et qui sont payées par Eneo. Et si l'État si Eneo réclame à l'État seulement 240 milliards, vous pensez que Eneo doit fonctionner avec quel argent? C'est l'argent, n'est-ce pas, de l'électricité qu'il vend. Donc si déjà l'État vous doit autant d'argent, comment vous faites pour payer vos fournisseurs? Vous connaissez la dette d'Eneo, à combien elle s'élève aujourd'hui? La dette d'Eneo s'élève à plus de 200 milliards. Et vous avez des fournisseurs qui ont décidé de ne plus fournir le matériel à Eneo. Et une fois le matériel n'est pas fourni, vous comprenez que sur le terrain, il n'y aura pas le travail. Et on assiste au délestage dont nous assistons aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Vous avez même des fournisseurs étrangers qui ont décidé de ne plus livrer le matériel à Eneo. Je les connais. Je les connais où Eneo doit une ardoise assez importante. Vous avez des fournisseurs locaux. Vous avez une société parapublique comme Eneo qui fonctionne en s'adossant sur les PME. Est-ce que c'est normal? Les PME ont quoi? Elles n'ont rien. Elles ne vivent que des petits crédits des banques. D'ailleurs, même, elles n'ont même pas de garantie pour pouvoir avoir des crédits. Et ces entreprises-là, Eneo est adossé sur ces entreprises parce que ces entreprises livrent le matériel à Eneo à crédit et attendent 90 jours pour se faire payer. Mais M. Damafouda, vous pensez qu'il est bon de remettre tous ces manquements d'Eneo sur le seul fait de la dette du Cameroun? Vous savez, les financiers qui sont derrière Eneo ont peur de remettre encore de l'argent. D'après vous, à vous entendre parler, c'est ce qui justifie qu'aucune action n'est intentée contre Eneo. Si quelqu'un vous doit 200 milliards et plus, vous êtes prêt à y investir encore de l'argent pour qu'il continue à consommer votre énergie sans vous payer pour que la dette s'accroît? Ce n'est pas possible. C'est le cas d'Eneo aujourd'hui. Ils ne veulent plus investir n'importe comment. Est-ce que vous savez que depuis l'arrivée du nouveau directeur général d'Eneo, il y a des bons de commande qui sont mis systématiquement en délibéré. Il y a des bons de commande qui ne passent plus. On vous dit, on n'a plus besoin du stock, on va fonctionner en flux tendu. À Eneo aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Vous savez, je suis quand même spécialiste du transport et donc du transport maritime aussi. Et là, je connais à peu près, je peux évaluer à peu près les quantités de matériel commandés par Eneo sur l'ensemble des entreprises locales
qui arrivent tous les jours au port de Douala. On vous dit, est-ce que vous savez, il y a par exemple, presque un an aujourd'hui, je crois 9 ou 10 mois, Eneo a annulé les commandes auprès de ses fournisseurs, des commandes déjà passées à plus de 9 milliards de francs CFA. Ils ont annulé pourquoi? Tout simplement parce qu'ils estimaient que si ce matériel commandé arrive aujourd'hui à leur niveau, ils ne sauront payer ces fournisseurs-là parce qu'eux-mêmes, ils ont une dette colossale qu'ils revendiquent à l'État du Cameroun. Vous voyez un peu? Allez-y demander à toutes les entreprises prestataires chez Eneo. Elles vous diront que c'est heureusement qu'ils essaient de s'appuyer sur une banque londonienne qui essaie de racheter à hauteur d'un pourcentage assez élevé les factures pour que les gars puissent avoir un fonds de roulement important. Donc, je suis en train de vous dire que les financiers qui sont derrière Eneo ne sont plus prêts à investir de l'argent, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent dehors. Il faut d'abord que l'argent qui est dehors rentre. On recrée ce qu'on appelle un capital sympathie avec les fournisseurs, parce que quand on parle des fournisseurs, ce n'est pas léger. Hein? Tous ces transformateurs-là ne sont pas produits au Cameroun. Ils sont produits en Inde, en Chine, en Europe. Et ça vient de là-bas. Et si le fournisseur ne peut pas vous faire confiance, lui qui vous livrait à 90 jours ne peut plus vous livrer. Et si on vous dit qu'il y a un transformateur qui a pété dans la zone de Bépanda, je ne sais pas quoi, et que vous ne pouvez pas, et que vous n'en avez pas en stock, qu'est-ce que vous faites? Les gars vont rester dans le noir là-bas. Ils vont rester dans le noir pendant des semaines et des semaines. Donc, je crois que le communiqué du ministre, c'était en quelque sorte une façon d'endormir les Camerounais pour leur dire, bon, on essaie de faire quelque chose, on vient de donner une injonction à Eneo de ne pas procéder au délestage. Non. Mais est-ce que vous savez la réponse d'Eneo par derrière? Vous nous devez combien? Vous nous devez combien? On n'en sait rien. Je vous dis que la réponse d'Eneo n'est pas obligée. Le directeur général d'Eneo n'est pas obligé de venir devant les antennes pour vous faire un communiqué. Pas du tout. Mais il y a du répondant derrière. Il y a du répondant derrière. Vous savez que... Et aujourd'hui, on va vous parler d'Eneo. Moi, on ne vous parle pas d'une entreprise camerounaise avec des capitaux publics à 100% camerounaise qui a un travail à faire derrière, qui elle-même peine à faire son travail. La Sonatrel. Aujourd'hui, tout le monde tire sur Eneo. Tout le monde tire sur Eneo. Mais il y a la Sonatrel qui est là, qui est une société à 100%, avec des capitaux à 100% camerounaises, mais qui elle-même peine à faire son travail parce que justement, les procédures, n'est-ce pas, d'acquisition du matériel sont tellement longues. Il faut passer les marchés et faire 3 mois pour valider, ainsi de suite. Vous êtes en train de nous faire comprendre que Eneo serait en train de porter les coûts qui devaient être donnés ou lancés à l'État, si on s'en tient à votre discours. Justement, le Camerounais aujourd'hui, moi-même, chez moi, tout à l'heure, il n'y a pas d'électricité. Hein. Je sors de chez moi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Donc, pour dire que nous vivons tous cette situation. Mais les Camerounais, ce n'est par ignorance que les Camerounais tirent ou reprochent beaucoup de choses à Eneo. Non, c'est par ignorance. Les reproches doivent être redirigés à l'endroit de l'État du Cameroun. C'est lui le responsable de la situation d'aujourd'hui. Parce que l'État du Cameroun, déjà lui-même, est un mauvais client. C'est un mauvais client. Même je vais vous dire aujourd'hui, la plupart des PME camerounaises qui ferment aujourd'hui, ferment à cause de l'État, parce que l'État leur doit beaucoup d'argent. Vous connaissez la dette de l'État vis-à-vis du secteur privé au Cameroun. Elle est colossale, la dette. Elle est colossale. Si vous êtes endetté auprès d'une banque pour fournir du matériel à une structure de l'État qui, après 1 an, 2 ans, ne vous paye pas, vous imaginez, c'est tout votre bénéfice. Le jour où même l'État vous paye, par l'entremise de cette banque, la banque coupe, pratiquement vous n'aurez plus rien. Ça veut dire que vous aurez travaillé pour rien. Vous avez donc une entreprise qui va fermer demain. Donc, c'est le même processus avec Eneo. C'est le même processus avec Eneo. Et la nationalisation, je peux vous le dire, n'est pas une garantie. Ce n'est pas une solution. Parce que l'investissement, même si on vous dit que la CNPS est prête à mettre de l'argent, je vous assure, la CNPS risque d'être même ruinée. Je vous assure, parce que l'investissement est trop fort. Déjà, vous avez une poussée démographique très forte. Les populations s'installent et il faut pousser le réseau au maximum. Et tout ça, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement et ce n'est pas un petit investissement, c'est un investissement. Quand on parle quand même de l'énergie là. Donc, c'est des milliards
c'est des milliards de francs CFA. Il en est de même dans plusieurs secteurs d'activité. Il en est de même pour l'eau. Il en est de même pour les poubelles que vous rencontrez tous les jours en route. C'est parce que l'investissement est trop élevé, c'est trop fort. C'est ça. Et on n'a pas les garanties que l'État peut assurer cela. Regarde, la preuve, Isakam est détenu par qui? Par les Camerounais. Mais vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, ne serait-ce qu'avec le ramassage des ordures. L'État a du mal à payer Isakam. Vous pensez que c'est quand Eneo sera nationalisé que l'État va pouvoir subvenir à tout ça? Non, c'est très compliqué. C'est compris, Lionel Damafouda. Le Cameroun, de toutes les façons, le Cameroun bien parti dans la fourniture en électricité avec des projets comme la construction du barrage de Memveleu qui présente des contraintes de production dans le système électrique suite à la baisse de l'hydrologie sur le fleuve Thème. L'idée d'un barrage réservoir est désormais envisagée. Alors, pourtant, on parle là d'un investissement d'un montant de près de 450 milliards de francs CFA. Monsieur Lionel Damafouda, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les premiers barrages qui ont d'abord été lancés ont donné quoi? Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'on a trompé le chef de l'État sur plusieurs projets. On lui a fait croire que bon, si on se lance sur ce projet, voilà ce qu'on peut avoir en termes de mégawatts et qui pourra satisfaire l'État. C'est faux, c'est pas vrai. Tous les barrages qui ont... Aujourd'hui, on envisage un nouveau barrage. Pourquoi les premiers? Un barrage réservoir. De réservoir. Bon, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Mais maintenant, les premiers barrages, lorsque vous avez des experts, un expert, c'est quelqu'un qui doit savoir que pendant la grande saison des pluies, il y aura une montée de l'eau et ça peut bien donner. Et pendant la grande saison sèche, il y aura une baisse. Et du coup, la capacité en fourniture ne sera plus la même. Alors, si aujourd'hui, on est surpris par tous ces éléments, c'est compliqué. Nachtigal, aujourd'hui, il y a eu la mise en eau il y a quelques jours. C'était au mois d'octobre. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Je vous assure que la plupart des barrages qui ont été lancés, les barrages qui sont même presque achevés, il y a un tâtonnement. On n'est pas sûr que ça va donner exactement ce qu'on avait prévu. C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui. C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui. Et il faut encore beaucoup d'investissements pour que les Camerounais puissent avoir de l'énergie. Et aujourd'hui, on vous parle du développement du Cameroun. Le Cameroun ne peut pas se développer avec un système énergétique comme celui qui est en place. Allez-y voir dès demain lundi à Bonanjo, à quoi. Vous allez voir, vous allez suivre le son des groupes électrogènes un peu partout. Comment, dans une ville économique, dans un quartier qui produit beaucoup d'argent dans la ville de Douala, comme Aqua, où la plupart des entreprises sont situées, il n'y a pas de courant électrique toute la journée, toute une journée. Mais à la fin du mois, vous avez des impôts qui sont devant vous, vous avez tel qui est devant. Mais qu'est-ce qu'on fonctionne comment? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je reviens encore sur le système sur la nationalisation annoncée aujourd'hui. Je doute à 90% qu'elle ne produira pas de fruits. Lionel Damafouda, sur ce plateau, vous êtes en train de nous dire que vous estimez que le chef de l'État a été trompé en ce qui concerne la question des barrages. Je voudrais vous dire que ce même chef de l'État, lors de son adresse à la nation en fin d'année, le 31 décembre dernier, ce même chef d'État a annoncé la construction d'autres barrages pour satisfaire le besoin national. Il est même allé au-delà en disant qu'il pourrait exporter de l'énergie pour d'autres pays africains. N'est-on pas en train d'aller trop vite en besogne en sachant que la couverture nationale n'est déjà pas suffisante, elle reste approximative, je veux dire. Vous savez, je crois, lors du dernier mandat, lors de l'avant-dernier mandat du chef de l'État, lorsqu'il parlait des grandes réalisations, dans les grandes réalisations, il avait cité un certain nombre de barrages. Et ce que je sais, c'est que ces barrages étaient considérés comme
salvateurs, c'est-à-dire que des projets qui vont venir vraiment résoudre le problème énergétique du Cameroun. Ça c'est ce qu'on nous a fait savoir, que lorsque vous aurez Mainveleu, vous aurez tel, il n'y aura plus jamais de problème de courant et d'énergie électrique au Cameroun. On est en train d'aller à l'achèvement, n'est-ce pas, de ces différents barrages. Après, le même chef d'État vient vous dire encore aujourd'hui qu'il y a d'autres barrages qui vont être construits. Vous comprenez qu'il y a un problème? Et on pourrait exporter de l'énergie au pays. Non, vous savez, quand il y a une annonce, regardez comment le Cameroun, comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a une annonce, il y a toujours un effet qui permet de déclencher peut-être la joie dans les cœurs des Camerounais. Au départ, on vous dit ces barrages-là vont résoudre le problème au Cameroun. Les Camerounais ont dit ok, c'est bon. Aujourd'hui, on vous dit qu'on va construire d'autres barrages, mais là, on va exporter. Vous pensez que ça peut être vrai dans le contexte camerounais pendant que l'accès, c'est-à-dire que l'accès à l'énergie électrique au Cameroun est estimé à quel pourcentage aujourd'hui? C'est pas estimé. L'accès à l'énergie électrique aujourd'hui tourne autour de 35%. Ça veut dire que vous avez d'abord plus de 65% de la population camerounaise qui n'a pas accès à l'énergie électrique. D'abord. Mais vous allez vous mettre dans une posture d'exportateur. Comment? C'est impossible. Je vous assure que plus les usines s'installent au Cameroun, plus ces usines consomment une grande partie de l'énergie que les ménages devraient consommer, plus vous aurez des délestages. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans les sociétés brassicoles, on vous dit que les primes des employés ont été gelées. Pourquoi? Parce que ce qui devrait être considéré comme leur prime, c'est ça qui permet de consommer du gazole pour permettre aux générateurs de fonctionner et produire et rester au moins dans les objectifs de production. C'est ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Et on vous dit aujourd'hui que vous ne pouvez pas prétendre aux primes parce que l'argent qui devrait permettre à ce qu'on vous paye les primes, c'est ça qu'on dépense pour acheter le gazole. Vous voyez un peu, on est obligé de fonctionner dans le système de mi-temps aujourd'hui. En journée, si on vous laisse, on permet un peu à ces usines de fonctionner avec l'énergie électrique. On vous laisse, on les laisse fonctionner et on vous coupe. Justement, Lionel Dabafouda, parlant de ces usines, il est recommandé ou proposé comme solution la baisse de la consommation de ces entreprises afin que les ménages puissent un peu avoir de l'électricité. Vous pensez que cela pourra résoudre le problème? Vous voyez que sur le plan économique, ça n'a même pas de sens. Une entreprise a ce qu'on appelle les objectifs de production annuels. Vous voyez? Et si vous demandez à une entreprise de baisser sa consommation énergétique, ça veut dire qu'elle doit baisser également elle doit baisser également, en fait, ça veut dire qu'elle doit revoir son système de production et elle doit plus prétendre à ses objectifs annuels. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à cette entreprise qu'avec cette situation, elle doit mettre une bonne partie des personnes à la porte parce qu'ils seront là pour ne rien faire, ainsi de suite. Ce n'est même pas du tout logique. Ce n'est même pas du tout logique. Lorsqu'une entreprise s'installe, elle s'installe avec des objectifs et chaque entreprise, je vous assure, une entreprise qui est bien dirigée, ses objectifs de production doivent toujours être, c'est-à-dire ses objectifs de production sur l'année N+1 doivent toujours être plus élevés que celles de l'année N-1 ou alors de l'année N. Tout simplement. Ça veut dire que si nous étions, prenons par exemple le cas des cimenteries, si nous étions à 3 millions de sacs de ciment produits en 2024, généralement, dans les objectifs de production de 2025, ce sera 3 300 000 sacs de ciment. Alors, si on vient à vous dire que vous devez réduire la consommation de l'énergie électrique, réduire la consommation de l'énergie électrique sous-tend que vous allez réduire également vos coproductions. Parce que la production, c'est avec l'énergie électrique. Ça veut dire que vous allez réduire et du coup, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et du coup, avec le temps, les charges peuvent peser sur vous. Cette logique n'est même pas économique. Elle n'est pas économique. Qu'est-ce qui devrait plutôt se passer? L'État du Cameroun devrait plutôt tout faire pour donner les capacités énergétiques à ces entreprises pour conserver leur production, pour conserver leur niveau de production. Parce que n'oubliez pas que c'est en fonction de leur niveau de production que leurs impôts, qui payent l'IS, l'impôt sur les sociétés, à l'État du Cameroun.
C'est en fonction du chiffre d'affaires qu'ils font et en fonction de leur production, parce que c'est la production qui crée le chiffre d'affaires, et c'est le chiffre d'affaires qui est la base de calcul, n'est-ce pas, de l'impôt. Donc vous comprenez que c'est une solution qui ne donne pas aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous verrez que toutes les entreprises de production aujourd'hui ont tendance à rentrer dans une politique de renégociation, n'est-ce pas, des prix de leurs produits sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour consommer le gazole pour leur production. C'est qu'elles n'ont pas prévu, n'est-ce pas, au départ, si l'énergie électrique était là, parce que ces entreprises fonctionnent sur un système de forfait, n'est-ce pas, de paiement du courant électrique. Donc aujourd'hui, vous avez prévu un forfait, par exemple, de 800 millions pour l'énergie électrique. Vous vous retrouvez dans une logique où, en plus de ces 800 millions, vous devrez consommer, vous devrez ravitailler vos générateurs en gazole très régulièrement. C'est un surcoût. C'est un surcoût. Et sur quelle ligne budgétaire il faut l'imputer? Sur quelle ligne budgétaire? Et c'est une perte pour ces entreprises-là. C'est pourquoi je vous dirais que puisque dans les discours politiques, on invite les investisseurs à s'installer au Cameroun. Plus les investisseurs vont s'installer avec des projets de production, je vous assure, moins nous les ménages, on aura de l'énergie électrique et plus nous allons souffrir. Plus nous allons souffrir parce que la quantité qui est là, déjà ne permet pas à tout le monde d'être satisfait. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez vu une société, une industrie de transformation de cacao qui s'est installée quelque part sur la route de l'Ouest. Elle a les problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la tension électrique, n'est-ce pas, permettant, n'est-ce pas, de faire fonctionner les machines, parce que vous avez forcément des machines qui fonctionnent à des capacités énergétiques très fortes. Et la tension électrique là-bas ne permet pas que ces machines tournent. Alors elles sont obligées de fonctionner avec des générateurs. Et des générateurs, c'est quoi? C'est du gazole. Et vous avez une entreprise qui vous dit que nous venons d'acheter à la pompe en direct le gazole pour 10 500 000 francs uniquement pour une production de 5 jours. Uniquement pour une production de 5 jours. Vous imaginez, sur l'année, combien ça peut coûter à cette entreprise? Il faut faire très attention. Je vous dis, la politique de nationalisation même risque d'être pire. Je vous dis, elle risque d'être pire. C'est compris, Lionel Damafouda, on parle, mais j'aimerais... les populations sont au bord de l'implosion. C'est la population est la principale victime de ces délestages-là. Dans ce cas, que devraient faire ces consommateurs, Lionel Damafouda? Les consommateurs, le problème c'est que moi personnellement, je suis déçu. Je suis déçu par... les syndicats des consommateurs. Je suis très déçu parce qu'en réalité, c'est des gens qui ne jouent pas leur rôle. Je ne sais pas quel rôle ils jouent aujourd'hui pour les consommateurs, parce que vous avez des syndicats qui devraient plutôt taper le poing sur la table. Et là, vous avez vu que le ministre craignait un soulèvement populaire. Oui, justement, ça veut dire que si rien n'est fait, je peux vous assurer que ce soulèvement populaire peut avoir lieu. C'est la solution, le soulèvement populaire? Non, ce n'est pas ce qu'il faut préconiser. Mais maintenant, je pense que la balle est dans le camp de l'État du Cameroun pour empêcher cela. Je crois que la balle est dans leur camp. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, c'est très difficile de vivre au Cameroun. C'est très difficile de vivre au Cameroun. C'est même la population qui en souffre. Pourquoi? Parce que les grandes industries, oui, elles vont en souffrir, mais généralement, il y a souvent des mesures, les mesures de compensation qui sont souvent mises en place pour essayer de compenser leurs pertes. Mais si vous avez le couturier qui fonctionne avec une machine industrielle, qui fonctionne avec le courant, comment il vit? Comment celui-là vit? Si vous avez le gars qui a sa petite poissonnerie au quartier, comment il fait pour vivre? Voilà donc les gens qui sont susceptibles de se soulever. Oui, parce qu'ils sont justement touchés, n'est-ce pas, au premier chef, n'est-ce pas, par cette mesure-là. Je vais vous prendre un exemple. J'habite dans un quartier
où il y a un lycée juste à côté de chez moi. Et il y a un problème, il n'y a pas de transformateur de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a un raccordement d'énergie électrique très loin. Alors, vous vous rendez compte que le proviseur de ce lycée, il est obligé, parce que la tension électrique n'est pas bonne, et il est obligé de prendre les épreuves qui sont supposées être secrètes. Prendre les épreuves, aller les faire photocopier quelque part. Vous imaginez ça? Les épreuves des compositions trimestrielles et autres. Il est obligé de les porter, aller quelque part les photocopier, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que quelque part là, ça peut fuiter. Ça peut fuiter. Ça peut fuiter. Vous voyez, donc, en fait, c'est pour voir jusqu'où les conséquences, n'est-ce pas, de la situation de l'énergie électrique que nous vivons aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui. Ensuite, on va vous dire qu'il y a une certaine société qui importe du poisson et que son poisson, parfois quand vous l'achetez, vous vous rendez compte que c'est pourri. Vous pensez que si c'est pourri, ça a été avarié à quel niveau? Non, c'est tout simplement au niveau de la chaîne de froid. C'est tout simplement au niveau de la chaîne de froid parce que les multiples interruptions du courant électrique ont fait que l'action enzymatique et microbactérienne, n'est-ce pas, s'attaque, n'est-ce pas, aux produits et, n'est-ce pas, commence à s'avarier. Donc, vous comprenez donc que l'action du courant, du déficit énergétique, c'est même les populations qui sont les plus victimes et les plus touchées aujourd'hui. C'est compris, Lionel Damafouda. Elles sont les plus touchées, mais on reste sur le fait que le soulèvement populaire n'est pas la solution. Non, mais ça ne devrait même pas être la solution. En fait, les risques sont grands. Lui, l'État, parce que je vous assure, vous avez des populations qui sont exacerbées. Exacerbées. Vous avez je connais une petite zone dans le Mungo où ils sont aujourd'hui pratiquement à 1 mois et demi sans courant. 1 mois et demi, vous imaginez comment les gens là-bas vivent, comment les élèves s'en sortent avec l'activité scolaire, ainsi de suite. C'est un problème très sérieux et je vous assure que l'action du déficit du courant électrique impacte même le niveau académique et scolaire de nos petits frères et enfants. Je vous assure. Vous faites comment pour réviser vos leçons s'il n'y a pas d'énergie électrique? Vous voyez que c'est quelque chose d'assez grand, d'assez large. Et donc, l'État du Cameroun, je crois, s'ils veulent garder leur crédibilité, devrait vraiment tout faire pour remédier à cela. Dans les plus brefs délais d'ailleurs. Dans les plus brefs délais, d'accord, Lionel Damafouda. On va rapidement passer à la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous abordons la question des péages automatiques. L'État a décidé de retirer à Tolkam l'exploitation et la maintenance des 14 postes de péage automatiques. L'entreprise ne devrait désormais qu'être chargée de leur financement, conception, construction et équipement. Des prestations pour lesquelles elle sera rémunérée dans le cadre d'un marché public à conclure. Mesdames et messieurs, je vous propose cet élément et on se retrouve juste après. Il est signé Marie-Yvonne Dongo. La résiliation du contrat concerne uniquement l'exploitation et la maintenance des 14 postes de péage automatique. Le groupe français ne devrait désormais qu'être chargé de leur financement, leur conception, leur construction et leur équipement. Des prestations pour lesquelles elle sera désormais rémunérée dans le cadre d'un marché public dont les termes seront conclus prochainement. Le gouvernement camerounais adosse cette décision sur des injonctions de la haute hiérarchie et certaines sources qui évoquent les montants colossaux à débourser pour l'entreprise. L'entreprise exploitante devait se faire payer sur les 18 années d'exploitation prévues dans le contrat des loyers annuels d'un montant total de 195 milliards de francs CFA. Certains responsables ont estimé que c'est un montant très lourd pour les tâches requises. Par ailleurs, la question de la mise en service des péages automatiques reste tout entière au Cameroun. La mise en service des premiers postes était prévue pour l'année 2023. Les recettes cumulées des 14 péages à automatiser devraient atteindre 632,6 milliards de francs CFA en maintenant le tarif du péage à 500 francs CFA.
Et en payant 195 milliards de francs CFA aux partenaires privés, le Trésor public enregistrerait un gain net de 437,6 milliards de francs CFA. Merci Marivonne Dongo. Alors Lionel Damafouda, péage automatique, pour quelle infrastructure? Ce questionnement fait-il sens? Ce questionnement de l'opinion publique fait-il sens? Vous savez, la question que vous posez, c'est une question dont moi-même j'ai eu... Péage automatique pour quelle infrastructure routière? Ça, c'est le peuple qui se pose la question. Justement, c'est le peuple parce que c'est la question que tout le monde se pose tous les jours. Vous savez, je vous ai dit que je sortais de Yaoundé, où j'étais en week-end pour une cérémonie. Si je veux prendre juste la route Yaoundé-Douala que je maîtrise très bien et que je fréquente très régulièrement, lorsque vous prenez cette route, je vous assure, lorsque vous prenez cette route, vous y roulez jusqu'à Yaoundé, vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on a pu quand même investir beaucoup d'argent à construire 2 ou 3 péages automatiques, semi-automatiques, parce que je veux bien préciser qu'il n'existe pas de péage automatique au Cameroun. C'est des péages semi-automatiques parce que pour que ces péages soient automatiques, il y a plusieurs considérations, beaucoup de groupes informatiques qu'il faut prendre en compte pour que ces péages soient considérés aujourd'hui comme péages automatiques. Donc lorsque vous prenez la route Douala-Yaoundé aujourd'hui, je vous assure que si c'est dans la nuit, je vous assure que si vous n'allez pas à une certaine vitesse, vous n'allez pas y arriver. Soit parce que vous allez laisser vos pneus, ainsi de suite. Mais ça dit que tout le monde arrive à se poser la question de savoir comment est-ce que... Mais j'ai même encore été scandalisé au niveau du péage de Mbanga. Tout le monde connaît l'itinéraire Douala-Mbanga, qui est l'un des plus mauvais itinéraires du Cameroun. Mais on est arrivé quand même à mettre un péage à ce niveau. Mais j'étais scandalisé. Un péage qui est supposé percevoir de l'argent. On se pose la question. On n'a rien contre les péages semi-automatiques. Hein. Mais le problème, c'est qu'on demande à l'État, c'est que... C'est-à-dire généralement, en les mettant en place, il faudrait que la route elle-même soit bien et qu'elle soit fluide et qu'elle donne l'envie aux usagers de la prendre. Et les usagers payeront ce péage étant contents. Je vous assure que, vous savez, en Europe, les Européens, ils sont fiers de payer le péage. Ils sont fiers de payer les impôts. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au quotidien les revenus, n'est-ce pas, du paiement de ce péage et des impôts. Oui, parce que si vous payez le péage régulier, c'est pourquoi en Europe, il y a des gens qui travaillent à 150 km de chez eux. Et ils y traversent des péages en route, 2, 3 péages. Et ils sont fiers de payer matin et soir. Ils sont fiers parce que justement, ils roulent sur une route vraiment bien bitumée, propre, sans nid de poule, ainsi de suite. Mais au Cameroun, c'est à contre-cœur que nous payons ça. Hein. C'est parce qu'on n'a pas de choix. Nous ne payons pas parce on voudrait bien payer. S'il est bien vrai qu'on s'interroge sur l'utilité, j'aimerais bien l'appeler comme ça, de ces péages automatiques, ils sont déjà là, du moins. Certains ont déjà été construits. Alors, Tolcam avait jusqu'au 23 septembre 2023 au 25 septembre 2023 pour mettre en service les 7 premiers postes de péage automatique. Qu'est-ce qui coince? Déjà, moi, je vous dirais, bien avant de répondre à votre question, je vous dirais que pour moi, je ne trouve pas une utilité à... Par exemple, je prends la route Yaoundé-Douala, je ne trouvais pas utile de mettre les péages semi-automatiques sur cette route, d'autant plus qu'il y a une autoroute qui est en train d'être construite. Et pour moi, ça aurait été utile
de mettre ces péages semi-automatiques donc sur l'autoroute et conserver l'ancien, peut-être même moderniser juste les anciens péages qui sont là, juste pour faire rentrer quelques recettes pour ceux qui après l'autoroute. Avec les péages automatiques, moderniser avec les péages automatiques. Je vous assure que lorsque l'autoroute sera mise sur pied et va arriver à Douala, le flux en termes de l'intensité, de la capacité sur les autres axes, par exemple l'ancien axe Yaoundé-Douala va baisser. Et s'il va falloir, économiquement parlant, s'il va falloir faire le ratio entre le coût de la dépense et la recette, ça n'aurait pas valu la peine en fait. Ça, c'est pour le seul cas de la route Douala-Yaoundé. Les péages sont sur d'autres... Oui, c'est pourquoi j'ai circonscrit, mais il faut faire des économies. Il faut faire des économies. C'est pourquoi j'ai circonscrit, je n'ai parlé que de Yaoundé-Douala parce qu'il n'est pas prévu pour l'instant l'autoroute Douala-Bafoussam, ainsi de suite. Voilà. Donc, et maintenant, revenons donc au péage et ce qui coince aujourd'hui. En fait, ce qui coince, c'est qu'il y a eu un contrat au départ entre le ministère des Travaux publics, entre l'État du Cameroun, on parlait de partenariat public-privé, entre l'État du Cameroun et Tolcam et Aegis et autres. Et le contrat stipulait qu'il fallait construire les péages, il fallait assurer la maintenance de ces péages et il fallait même l'exploiter sur 20 ans. Et il se trouve qu'il y a eu, à mi-parcours, il y a eu un changement, n'est-ce pas, il y a eu une révision, n'est-ce pas, du contrat, une demande de révision du contrat de la part de l'État du Cameroun. Voilà, alors, de la part de l'État du Cameroun qui veut désormais maintenant avoir le contrôle, en réalité, sur les péages. Et aujourd'hui, vous savez, Aegis aujourd'hui réclame 40 poussières de milliards, je crois, à l'État du Cameroun, c'est ça, non? Vous savez pourquoi? C'est aussi simple. Ça, c'est de l'éco. En termes d'indemnisation. En rapport avec la résiliation du contrat. Justement, c'est aussi simple que ça. Économiquement parlant. Vous avez un contrat pareil. Vous allez auprès des banques. Les banques, vous levez les fonds auprès des banques. C'est-à-dire la banque vous fait confiance parce que vous allez exploiter pendant 20 ans. Donc, la banque sait à peu près combien de milliards ça va rentrer. Et donc, la banque est sûre qu'elle va se faire rembourser. Donc, ce seul contrat-là permet à l'entreprise Tolcam de lever les fonds dans les banques. Et cette entreprise-là a donc levé les fonds dans les banques. Et un matin, on vient vous dire que ce n'est plus vous qui allez gérer l'exploitation. Vous imaginez? Qu'est-ce que vous faites de votre banquier qui, lui, vous a donné l'argent parce que, vous savez, le banquier, lui, il fait d'abord une étude derrière. Il a des experts. Il ne vous donne pas son argent pour rien. Il vend l'argent. Il ne vous donne pas son argent pour rien. Il vous donne son argent parce qu'il est sûr que ça va rapporter, ça va revenir. Il aura des intérêts. Vous allez pouvoir payer son argent. Un matin, on lui dit que... Parce que la partie la plus importante, c'est l'exploitation. Hein. C'est là où l'argent entre. Parce que la construction et la maintenance, l'argent sort plus tôt. L'argent sort. Maintenant, c'est à l'exploitation donc qu'on va récupérer l'argent. Mais Lionel Damafouda, de manière concrète, qu'est-ce qui peut justifier le fait pour un État de procéder à une mutation pareille? C'est-à-dire on quitte du partenariat public-privé au partenariat public, tout simplement. Le problème, c'est que l'État n'a jamais communiqué là-dessus. L'État n'a jamais donné les raisons exactes, n'est-ce pas, du pourquoi ce changement à mi-parcours. L'État n'a jamais donné. Aujourd'hui, quand vous me demandez qu'est-ce qui peut justifier... Quelles peuvent être les motivations d'un État? Ça, c'est au sens global, oui. de toutes les façons. Oui, vous savez, généralement, quand on parle des péages, le premier objectif pour l'État, c'est la sécurisation, n'est-ce pas, des recettes. Ils ont ce qu'on appelle le programme de sécurisation des recettes routières. Oui, le programme de sécurisation des recettes routières. Et c'est de là où tout part. C'est-à-dire que l'État veut sécuriser les recettes liées à la route. Maintenant, à mi-parcours, peut-être l'État a vu que d'après le contrat qui a été signé et d'après les chiffres qui montraient que ces péages devaient peut-être produire 600 milliards par an, c'était beaucoup
pour Aegis et ils étaient perdants. Et Tolcam, et ils étaient perdants, peut-être. Oui, et estiment qu'ils peuvent mieux récupérer que ça. Vous voyez un peu. Donc, il peut y avoir plusieurs motivations. En ayant le contrôle, voilà. Vous voyez un peu. Mais sauf que ça a été un peu maladroit. Je crois que ça aurait été... on aurait tout fait de mieux définir ça dès le départ pour qu'on n'ait pas ce désagrément-là. Oui, on aurait mieux fait pour définir. Mais maintenant, si l'État estime qu'en dédommageant Tolcam à hauteur de 40 poussières de milliards et que ça ne vaut rien par rapport à ce qu'elle va recouvrir, à ce que l'État va recouvrir, n'est-ce pas, au niveau des recettes, au niveau de la sécurisation des recettes routières, l'État peut payer. L'État peut payer tout simplement parce que l'indemnisation que demande Aegis, ce n'est pas forcément pour Aegis, c'est pour aller honorer à ses engagements auprès de ses banques aussi. Lionel Damafouda, si vous me permettez, pour étayer nos propos, j'aimerais revenir sur les chiffres avancés par les autorités. On parle bien d'un investissement de 42 milliards de francs CFA. Voilà. Tolcam se devait de faire payer sur les 18 années l'exploitation prévue dans le contrat des loyers annuels d'un montant total de 195 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il est réclamé, comme vous venez de le dire, à l'État du Cameroun, au titre d'indemnité, 43 milliards de francs CFA. Oui, mais après, il faut que l'État rembourse tout l'argent qui a été déployé pour la construction de ces péages, tout simplement. Tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une affaire de... Le constructeur Tolcam a la pression des banquiers derrière lui. Il a la pression des banquiers derrière lui parce qu'il lui avait proposé un projet que le banquier a financé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a une résiliation du contrat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le banquier a donné de l'argent pour construire les péages ont été construits. Ils sont bel et bien là. Et vous avez vu qu'on a commencé par les péages qui sont les plus grands pourvoyeurs des recettes. Ce n'est pas au hasard que les 7 premiers, ce n'est pas au hasard. Hein. C'est qu'on regarde que, bon, quels sont, parmi les 14, lesquels sont les premiers, les plus pourvoyeurs de... C'est une étude, c'est aussi simple que ça. Pourquoi on va laisser le péage de Mbanga et aller plutôt construire le péage en Kongsamba? Ce n'est pas possible parce que vous pouvez traverser Mbanga et n'est pas arrivé en Kongsamba, mais vous devez payer en Mbanga. Vous voyez un peu. Quand vous allez à Yaoundé, vous ne pouvez pas continuer le péage de Déa. Vous êtes obligé de payer le péage de Déa. Vous êtes obligé de payer Boumiebel, vous êtes obligé de payer Mbankomo. Donc, c'est pas quand vous êtes à Yaoundé, vous êtes obligé de payer un Komotopo. Si vous voulez aller à Sa, à Obala, un peu partout là-bas, à Bafoussam, à Nangué Boko, vous êtes obligé. Donc, les 7 premiers-là, qui ont d'abord été construits, c'est les plus pourvoyeurs de recettes. Oui, c'est pour cela que c'est eux qui ont d'abord été construits. Les péages automatiques annoncés à grand renfort de publicité sont censés, on le dit depuis quelques instants, contrer la gabégie et sécuriser les recettes, Lionel Damafouda. Seulement, au vu des goulots d'étranglement qui minent le processus d'implémentation, peut-on risquer de tomber dans les mêmes travers? Vous pensez que... Pardon, laissez ça. Vous pensez que ces machins-là vont augmenter les recettes? Ouais, on peut même augmenter on peut même faire semblant. C'est-à-dire que... Oui. Vous savez, l'étude n'est pas la réalité sur le terrain. Les estimations sont réelles. Oui, non, l'estimation reste heuristique. L'estimation reste heuristique, c'est-à-dire que ne donne pas les résultats exacts. Vous comprenez? Ce n'est que des estimations. Alors, et vous pensez que ces péages-là vont réduire la gabégie? C'est faux. Je vais vous dire une chose. Celui qui aura le pouvoir, c'est l'informaticien qui sera sur la machine. C'est les gars qui seront sur les machines, c'est eux qui auront le pouvoir. Ils sont capables, si 1000 voitures sont passées, sont capables d'effacer et vous dire que non, c'est plutôt 700 voitures qui sont passées. Je vous dis, qu'est-ce qui dépasse le Camerounais? Qu'est-ce qui dépasse le Camerounais?
Aujourd'hui, on vous dit que tout l'argent doit passer par les banques pour acheter le matériel à l'étranger, pour la sécurisation, pour dire quoi, pour contrôler le blanchiment d'argent et tout, et tout, et tout. Mais vous connaissez ce que le marché noir des devises produit. Vous connaissez ce que le marché noir des devises produit. Les gars vous font passer l'argent par le marché noir tous les jours et des centaines de millions. Donc, ça, c'est des histoires. Je dis que le gars sera dans la machine. Une voiture, vous savez, c'est l'homme qui conçoit, non? C'est l'homme qui a conçu là, le système. C'est le même gars qui conçoit le système qu'on va dire que quand ça tombe en panne, il faut venir faire la maintenance, non? C'est lui qui sait comment on peut enlever ce qui est passé. Donc, ça, c'est rien du tout. Moi, je n'y crois pas. Je suis désolé, je n'y crois pas. La seule chose que ces péages nous offrent, c'est un peu de beauté à ce niveau-là. C'est un peu beau. L'endroit là, oui. C'est tout. C'est tout. Mais si c'est qu'on dit que ça va sécuriser les recettes, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est compris, Lionel Damafouda. On va très rapidement. Vous le savez, mesdames et messieurs, Grand 7, c'est la revue de l'actualité au Cameroun et en Afrique. Et vous le savez certainement, le Sénégal est en proie à une crise politique. À l'origine, le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre prochain. Débouté par le Conseil constitutionnel qui a invalidé ce report, déclarant que cette décision est contraire à la Constitution sénégalaise. Dos au mur, Macky Sall s'engage désormais à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. On fait le point en images. Deux anciens présidents, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ont apporté leur soutien au président Macky Sall suite à la crise qu'a créé le report des élections présidentielles de février à décembre. Ces derniers appellent par ailleurs au dialogue et à l'organisation des élections libres et équitables en fin d'année. La visite initialement prévue ce 12 février du président nigérien Bola Tinubu, chef de la CEDEAO, a été reportée. Celle-ci devait se dérouler aux côtés d'une délégation parlementaire dont l'objectif était de comprendre les tensions politiques et éventuellement formuler des recommandations au Sénégal. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, et 7 parlementaires a rencontré le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Les échanges portaient sur la loi constitutionnelle adoptée lundi dernier qui a abouti au report du scrutin au 15 décembre prochain. Est également prévue une rencontre entre la délégation de la CEDEAO, des membres de la société civile et des juges du Conseil constitutionnel. La contestation se poursuit néanmoins dans le pays. Les autorités sénégalaises viennent d'interdire une marche silencieuse à Dakar ce mardi. Le nouveau collectif Arsounou Élections, qui revendique plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux, demandait aux Sénégalais de se réunir dans un quartier proche du centre de la capitale. Ils ne s'attendaient sûrement pas à cette conclusion, les partisans du régime Macky Sall. La Cour constitutionnelle sénégalaise a déclaré contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection de 10 mois et maintenant le président sénégalais à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Le document a été publié sur les réseaux sociaux et authentifié par une source au sein de l'instance. La Cour constitutionnelle a par ailleurs annulé le décret du président Sall qui, de facto, modifiait le calendrier électoral 3 semaines seulement avant l'échéance. Le scrutin devait en effet se tenir le 25 février exactement. Ce report a provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont crié au coup d'État constitutionnel. Il a suscité des manifestations à la suite desquelles 3 personnes ont été tuées et des dizaines arrêtées. De nouveaux appels à manifester contre le report ont été lancés pour ce vendredi. Une marche organisée par un collectif de la société civile est aussi prévue samedi. Devant la contestation, le président Macky Sall a exprimé sa volonté de trouver les voies de l'apaisement, tandis que des partenaires importants du Sénégal inquiets du risque de violence ont appelé le gouvernement à tenir les élections le plus rapidement possible.
Voilà pour ce qui est du point sur la situation au Sénégal, mesdames et messieurs. Après la décision justement du Conseil constitutionnel d'invalider le report de la présidentielle au 15 décembre, je le disais il y a quelques instants, le président Macky Sall s'est engagé vendredi à organiser le scrutin dans les meilleurs délais. De toutes les façons, suivez cette actualité sur nos antennes d'H Télévision. Nous étions en compagnie de Lionel Damafouda, économiste des transports et homme politique. Ça se passe bien au PCRN? Oui, ça se passe bien, ça se passe très bien d'ailleurs. Pour vous rassurer, nous préparons les prochaines échéances en 2025 et notre candidat sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Il ne fera pas partie de la coalition? Ça peut être lui le président de la coalition, on ne sait pas. Tout va se décider pratiquement à la veille. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore déterminer qui sera le président de la coalition si nous partons avec la coalition. Et ceux qui pensent aujourd'hui que le PCRN a été réduit et qu'on n'ira pas aux élections en 2025 se trompent parce que généralement, un vrai homme politique, c'est celui qui a le plan A jusqu'au plan Z. C'est compris, Lionel Damafouda, au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Moi également, j'étais très satisfait, je suis très content, j'ai été très ravi d'être là cet après-midi et je salue encore tous les téléspectateurs de Dash TV. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité lorsqu'il sera 12 h. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain à 7 h pour la première édition de l'information sur Dash Télévision. Au revoir.